sur la centrale marginale, moi je suis en fait beaucoup plus radical que de mettre une autre centrale marginale. Moi je pense que ce système de marché tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est un système monstrueusement créateur de volatilité et qu'il faut, peut-être pas le supprimer, mais enfin quelque chose qui en est pas très loin. Il y avait en France à une époque un système qui marchait très bien, qui était un système de prix encadré, dans lequel le prix reflétait la moyenne des coûts de production par plage horaire. Moi, je serais tout à fait partisan que l'essentiel du système revienne à ça. D'accord. Mais on est dans un contexte européen quand même, ça ne vous a pas échappé donc... Alors, dans un système qui est aux mailles de la plaque oui. de l'interconnexion réelle. Sauf que l'interconnexion, elle est réelle pour la fréquence, elle n'est pas vraiment réelle pour les volumes. Mais ça, c'est la physique. Après, il y a des principes de concurrence, de libre marché, etc. Justement, quand la Commission a décidé que l'électricité était un bien ordinaire, je pense qu'elle s'est mis le doigt dans l'œil assez profondément, parce que l'électricité n'est pas un bien ordinaire. C'est pas un bien substituable pour commencer, je l'ai dit avant que vous arriviez. Si le Sénat devait être privé d'électricité définitivement, eh bien vous n'avez pas un autre bien qui permet facilement, vous n'allez pas facilement remplacer ça par des grappes de raisin, des paires de chaussures supplémentaires ou qu'est-ce que je sais, ou même des bougies pour fonctionner comme avant. Vous ne fonctionnez plus, voilà. Enfin, ou en tout cas plus vraiment comme aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a eu une erreur fondamentale d'appréciation sur ce qu'est vraiment l'électricité quand ce marché a été mis en place et que moi je suis partisan d'un détricotage significatif du système et en tout cas je suis partisan d'une vision qui consisterait à repartir de la physique justement. Alors quand je suis partisan d'eux, ça ne veut pas dire que ça va arriver demain matin, mais je veux dire c'est... La France consomme aujourd'hui à peu près, sauf erreur de ma part, 1600 TWh d'énergie finale. C'est-à-dire que l'énergie qui alimente les machines, celle qui sort du système énergétique qui alimente les machines, c'est 1600. Mais compte tenu du fait que l'essentiel des vêtements que vous portez, des voitures que vous conduisez, des machines à laver que vous utilisez et des brosses à dents que vous utilisez sont importés, et ce truc-là aussi du reste, en fait l'énergie qui permet d'alimenter le mode de vie d'un Français, c'est plutôt 2600 TWh par an et pas 1600. Donc je me place dans un contexte de réindustrialisation et de décarbonation simultanée. D'accord, je fais les deux à la fois. C'est l'écologie, comment il appelle ça, patriotique de Vauquier. Là, non, comment il appelle ça? Je sais pas. Il nous a inventé un nouveau truc là récemment. Donc 2600 TWh. Aujourd'hui, le nucléaire en produit moins de 400. Alors, quand vous électrifiez les transports, vous gagnez vous gagnez un facteur 3 à 4 au passage. D'accord. Et dans ces 1600 TWh, il y en a quand même à peu près, sauf erreur de ma part, 450 à 500 qui vont dans les transports. Donc là, en électrifiant, bah vous allez gagner 300 TWh d'efficacité, tout simplement, parce que le moteur électrique est beaucoup plus efficace que le moteur thermique. Quand vous électrifiez le chauffage, c'est pareil. Quand vous passez de la chaudière à gaz à la PAC, vous gagnez beaucoup en énergie finale. Donc il y a plein d'endroits comme ça dans lesquels vous allez gagner. Il n'empêche, passer de 360 de nucléaire à une fraction significative des 2600 qu'on utilise aujourd'hui, toutes énergies confondues avec les machines qu'on utilise aujourd'hui, bon courage. Ce qui veut dire que, dans mon point de vue, même un développement rapide des modes électriques décarbonés, quels qu'ils soient, et même une électrification rapide des usages, ne nous évitera pas une grande démarche de sobriété. Et ça sera vrai même si, et encore j'ai envie de dire, d'autant plus qu'on souhaitera réindustrialiser, parce que toute l'énergie qui sera mangée par l'industrie ne sera pas mangée par les particuliers. Donc il y a quelque chose de très important à garder en tête. Je disais il y a une dizaine d'années en rigolant que j'étais un décroissantiste pro-nucléaire, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que je pense qu'on n'évitera pas une contraction très forte d'une manière générale des usages. Et donc, par exemple, la très bonne voiture électrique s'appelle un vélo électrique. Et le très bon avion du futur, c'est pas un avion à hydrogène, c'est un train. Etc. En particulier pour venir du sud de la France, hein, j'ai rien dit. Et donc... Oui. J'écoute. Absolument. Et donc, même si on met l'accélérateur très très fort sur l'un et ou l'autre, donc les ENR décarbonés ou le nucléaire, j'insiste vraiment sur le fait que ça ne nous évitera pas
de baisser très fortement l'énergie nécessaire à notre mode de vie, qu'elle est liée chez nous ou qu'elle soit utilisée à l'étranger. Ça va être de toute façon quelque chose de très significatif. Ensuite, la planification. Alors la planification est quelque chose qui a toujours eu lieu dans notre pays à des degrés variables. Lors de la reconstruction, pour prendre des époques qui ne sont pas trop anciennes, il y a eu une planification extrêmement forte qui était née à la fois des nécessités du moment, parce que l'État avait une main très présente sur les opérations et on n'allait pas laisser au marché privé le soin de reconstruire les chemins de fer, les routes, le réseau électrique, etc. Donc l'État a énormément planifié sur des objets qui étaient extrêmement concrets. Par ailleurs, on était quand même en cogestion avec les communistes, fruit de la résistance. Donc il y avait aussi cette filiation-là de la planification qui était très importante et qui a été par la force des choses moins importante dans d'autres pays européens qui n'ont pas connu le même destin juste après-guerre et en tout cas qui n'ont pas été libérés par la même coalition. Et enfin, on a une tradition jacobine centralisatrice dans notre pays qui s'accommode très bien aussi du fait qu'il y ait un État qui décide de beaucoup de choses et donc en particulier d'un horizon long terme et d'une planification long terme. Et on a toujours eu de la planification. Tous les documents d'urbanisme, par exemple, sont des documents de planification. Les documents il y a toujours eu une planification sur les transports, par exemple, etc. Alors, il est clair que dans les quelques décennies que nous venons de connaître de mondialisation libérale heureuse, on a eu tendance, même en France, à en faire de moins en moins. En gros, quand tout va bien, les horizons de temps se raccourcissent. En gros. Et puis là que maintenant les choses recommencent à aller pas très bien, eh bien on redécouvre la vertu des horizons de temps un peu plus longs et donc de la nécessité de planifier les choses. Et planifier a notamment une vertu, c'est que ça permet de gérer ex ante les effets d'éviction. Quand vous ne planifiez pas, c'est le marché qui gère les effets d'éviction. Et cette gestion, c'est-à-dire les concurrences qui n'arrivent pas à trouver de solution où tout le monde a ce qu'il veut, et ces effets d'éviction peuvent être particulièrement violents. Bon. Quand c'est planifié, en général, c'est built-in, c'est construit, c'est à l'intérieur. Le raisonnement même intègre ces effets d'éviction et permet normalement que les choses se passent mieux. Alors comme c'est un processus qu'on redécouvre dans notre pays, parce que les heures glorieuses du commissariat au plan et de la DATAR sont loin, eh bien, ça ne va pas sans un certain nombre de ce que vous appelez des complexités et de ce que moi j'appelle des frictions ou de l'apprentissage, c'est-à-dire le fait qu'il faut se remettre à un truc qu'on avait oublié et ça nous enquiquine parce que tous autant qu'on est, quand on se rajoute un élément nouveau dans la corbeille, ça nous enquiquine, ça nous fait un quotidien un peu plus compliqué et en général on n'aime pas ça. Après, je ne suis pas suffisamment dans le secret des dieux, ou dit plus précisément, je n'ai pas suffisamment l'œil sur ce qui se passe dans les collectivités locales pour savoir jusqu'où est-ce que c'est un problème, pas un problème, est-ce que c'est bien accepté, pas bien accepté, etc. Ce que je sais, c'est que nécessairement, ça vient changer des habitudes. Et changer des habitudes, ça va nous emmener sur votre quatrième question, parce qu'en fait, c'est ça le sujet. C'est quelque chose qu'on aime bien quand on l'a décidé, mais qu'on n'aime pas quand c'est les autres qui nous l'imposent, en général. Et donc, la planification, il y a quand même une petite partie où c'est les autres qui vous disent maintenant, on va faire comme ça, on a un peu changé les règles du jeu. Et donc, vous êtes sûr, ça serait quand même pas plus mal de le faire comme on faisait avant, quoi. Voilà. Okay. Il faudra voir l'usage. Ce qui est sûr, c'est que si je regarde le secrétariat général à la planification écologique qui a été mis en œuvre, il était beaucoup plus en cours au moment où il a été installé et du temps d'Elisabeth Borne qu'il ne semble l'être aujourd'hui du temps de M. Attal, qui n'a pas l'air de manifester pour ce genre de sujet une attirance particulière. Je crois aussi que je m'interroge sur ce que vous avez dit à plusieurs reprises. L'électricité ne vaut rien. Alors, ok, j'entends, mais tout le monde la paie. Oui. Est-ce que, et j'entends derrière ce terme, j'essaie de le comprendre, je ne suis pas sûr de bien comprendre, la notion de valeur finalement sociétale incommensurable finalement de l'électricité. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, absolument. Et est-ce qu'on peut faire un lien alors avec ça et la notion de bien commun? Oui. Oui. Vous considérez que... c'est un bien commun, c'est exactement le sens de la réponse que j'ai faite en disant je suis pour des prix encadrés, oui bien sûr, et je suis pour des infrastructures décarbonées qui soient construites avec les taux de financement auxquels l'État a accès. Oui, c'est une autre manière de dire que c'est un bien commun et donc on peut considérer que ça fait partie des compétences régaliennes, oui.
D'accord. Ok, j'y vois plus clair. Merci, Monsieur Jancovici. S'il n'y a pas d'autres questions. Juste sur la partie ça ne vaut rien. Je fais assez souvent en conférence l'expérience suivante, qui est de demander aux gens qui sont dans la salle qui ici connaît le montant, enfin, qui ici est locataire. Il y a un certain nombre de gens qui lèvent la main. Locataire, oui. Qui parmi les locataires ne connaît pas le montant de son loyer? Voilà, vous n'avez pas une main qui se lève. Et après, je demande qui parmi les locataires ne connaît pas le montant de sa facture d'électricité? Là, je peux vous dire que vous avez un certain nombre de mains qui se lèvent. Bon, c'est bien la preuve que ça ne vaut pas très cher. Sinon, vous le connaîtriez. Et je peux faire exactement la même expérience avec des chefs d'entreprise. Oui. Alors, vous avez une fraction de la population pour qui ce n'est pas le cas, mais une fraction. Une fraction. Oui, il faut penser à elle aussi. Pardon? Mais il faut penser à elle. Je ne dis pas que je ne pense pas à elle. Oui, je dis, bien voilà. sûr. Et je peux vous faire une autre expérience qui est que quand je m'adresse à des chefs d'entreprise et que je leur demande qui ici ne connaît pas le montant de sa masse salariale, je peux vous dire que je n'ai pas une main qui se lève. Si je leur demande qui ici ne connaît pas le montant de sa facture d'électricité, à part les quelques électro-intensifs qu'il peut y avoir dans la salle, tous les autres lèvent la main. Enfin, vous devrez lever la main. Personne ne la connaît. Moi, le premier, je ne sais pas du tout combien vaut la facture d'électricité de Carbone 4. Incapable de vous le dire. La masse salariale de Carbone 4, je la connais, oui. Personnel, vous savez combien vous... À peu près. À peu près. Mais alors, je sais à peu près combien c'est par facture. Je ne saurais pas vous dire quelle est la périodicité des factures. Je ne sais plus si c'est 2, 3 ou 4 mois. C'est 2 mois, voilà, oui. Donc, je connais le montant de la facture, mais je ne connais pas sa périodicité. C'est bien la preuve que dans les charges, c'est globalement pas des charges significatives. Bon. Alors que moi, j'ai la chance d'être propriétaire, je peux vous dire que les impôts fonciers, je les connais. Enfin, je veux dire, donc j'insiste sur le fait que par rapport au service que ça rend, encore une fois, ça ne vaut rien. Alors, en fonction du mode de production, c'est plus ou moins facile de spéculer sur l'un et ou sur l'autre. Alors d'abord, je vous rappelle que dans un système basé sur un marché ouvert, pour ne pas dire libéralisé, vous pouvez n'avoir qu'un lointain rapport entre les prix et les coûts. On l'a constaté il n'y a pas très longtemps, puisque c'est le coût de production marginal qui fait le prix de marché, et ça peut n'avoir qu'un très lointain rapport avec les coûts réels de production de l'essentiel du parc. Donc ce que seront les prix, je n'en ai aucune idée, et donc je vais sortir mon joker pour savoir ce que seront les prix, je ne sais pas. Ça va notamment beaucoup dépendre du fait qu'on retourne vers un système de prix régulé et encadré, ou qu'on ait un système de prix de marché qui sont ce qu'ils sont. En ce qui concerne les coûts, alors sur les modes qui utilisent des combustibles fossiles, le coût n'est pas plus prévisible que le coût du combustible fossile, puisque pour une centrale à gaz, ce qui coûte cher, ce n'est pas la construction de la centrale, c'est le coût du gaz. Par contre, en ce qui concerne les modes décarbonés, c'est ce qu'on appelle des modes à coût fixe, parce que vous payez tout l'argent au moment où vous construisez le mode, et après, le vent est gratuit, le soleil est gratuit, et le combustible nucléaire est quasi gratuit. D'accord, même avec un prix de la livre d'uranium qui serait multiplié par 10, ça reste quelques euros de prix par mégawattheure, donc c'est pas cher, on regarde du coût complet. Qu'est-ce que vous payez quand vous payez ces modes? Vous payez le banquier et l'entreprise qui a construit, dans cet ordre en général. Je vais vous donner un petit calcul d'ordre de grandeur que j'avais fait il y a quelques années qui m'avait frappé. Si vous prenez un dispositif de production d'électricité décarbonée, quel qu'il soit, un réacteur nucléaire, barrage, éventuellement une éolienne qui durerait longtemps, et que cet engin coûte 10 milliards, alors si c'est une des éoliennes, il en faut beaucoup, mais que cet engin coûte 10 milliards à construire, en passant de 2 à 10% de coût du capital, vous augmentez de 90 milliards d'euros les frais financiers sur la durée de vie et de fonctionnement de l'installation. D'accord ? Ça explique pourquoi ces modes décarbonés à durée de vie longue, c'est par essence des modes qui doivent se retrouver dans un cadre d'accès au financement qui est un cadre public ou quasi public. Public ou garanti par le public, parce qu'entre 2 et 10%, ça fait quand même une petite différence. Et donc à partir du moment où ça coûte 10 milliards à construire et 90 milliards de frais financiers, c'est bien que vous payez dans cet ordre le banquier, puis le constructeur du dispositif. C'est bien dans cet ordre-là que ça va. Donc en ce qui concerne les modes décarbonés, vous avez un élément qui est essentiel sur le coût futur, c'est à quel prix de l'argent vous accédez au capital. Et de ce point de vue, je pense que la renationalisation d'EDF, si ça la conduit à avoir la signature de l'État sur sa dette, c'est une excellente chose parce que ça va faire baisser très fortement les intérêts intercalaires et donc du coup le coût du mégawattheure à l'arrivée. Même avec un nucléaire qui coûte extrêmement cher à construire comme à Hinkley Point,
eh bien, si au lieu d'emprunter à 10%, parce que c'est à peu près le prix auquel ils ont, enfin le taux auquel ils ont emprunté, les Anglais avaient emprunté à 2%, le mégawattheure à Hinkley Point sortirait, même avec les retards, très en dessous de 100 € du mégawattheure. Hein. Très en dessous. On serait quelque part aux alentours de 60, 50 ou 60, voilà. Donc, donc sur les modes décarbonés, le coût est une affaire. Parce qu'une fois que vous avez le coût de construction et le prix de l'argent, bah, vous avez une très forte visibilité sur ce que sera votre coût de production sur la durée de vie de l'infrastructure. Alors vous pouvez avoir quelques surprises, un grand carénage par ici, etc., un arrêt inopiné là, mais en gros vous avez quand même une très bonne visibilité, ce que vous n'avez pas avec les combustibles fossiles. Et ce que je vous dis, ça vaut avec une installation solaire comme éolienne, comme un barrage, comme du nucléaire, en gros. Hein, tout ça c'est des installations à coût fixe. Comme c'est des installations à coût fixe, vous n'avez par ailleurs pas intérêt à diminuer délibérément leur production. Donc l'écrêtage du solaire, quand il y a du soleil, ce n'est pas une bonne affaire sur le plan économique. Il vaut mieux éviter d'avoir à le faire. Et la modulation à la baisse du nucléaire, si vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas une bonne affaire sur le plan économique non plus. C'est sous-optimal du point de vue du système dans son ensemble. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est que si on parle de durabilité, alors certes vous allez me dire un mandat ici c'est 6 ans ou 9 ans, 6 ans, voilà, donc on va parler de durées qui sont un peu au-delà d'un mandat ici, mais si on se projette au-delà du siècle, le système, il ne faut pas seulement le faire, il faut être capable de le reconstruire. Or, ce que sont les coûts de construction aujourd'hui ne présagent en rien de ce que seront les coûts de reconstruction dans 20, 30, 40, 50 ou 60 ans. Je vais prendre l'exemple des renouvelables pour bien me faire comprendre. Le coût d'installation d'une éolienne ou d'un panneau solaire a considérablement diminué sur les dernières décennies. C'est juste dû à la productivité industrielle amenée par les combustibles fossiles. Une éolienne, c'est un produit industriel ordinaire, c'est fait de métal, de chimie organique, etc. C'est un produit industriel ordinaire, tout aussi ordinaire que ce truc-là, et ça, c'est juste plus gros, quoi. Et un champ solaire, c'est pareil, c'est un produit industriel ordinaire. Donc à partir du moment où on a décidé d'en faire à grande échelle avec les règles du jeu du système industriel, ben on a fait baisser les coûts. Par ailleurs, ce sont des produits qui ont bénéficié de la mondialisation, puisqu'aujourd'hui, plus de 90% des cellules solaires dans le monde sont fabriquées en Chine, et ce pays est en train d'essayer de refaire le même coup sur les composantes éoliennes, enfin les composantes de l'éolien, pardon. La mondialisation, c'est des porte-conteneurs et des camions, c'est-à-dire du pétrole. Et avant qu'on nucléarise ou qu'on fasse avancer à la voile la totalité des porte-conteneurs, il va se passer un moment. Et avant qu'on nucléarise ou qu'on fasse avancer à la voile la totalité des camions, il va se passer un moment aussi. Dans un monde avec beaucoup moins d'hydrocarbures, vous allez donc démondialiser l'économie. Que deviennent les coûts de production des objets industriels nécessitant de rassembler des dizaines d'éléments différents dans un monde qui se démondialise ? Je ne sais pas. Alors là, pour le coup, je ne parierai pas un centime de mes propres économies sur le fait que je vais vous donner une indication précise. Par contre, la logique voudrait que ça se mette à réaugmenter. La logique voudrait que ça se mette à réaugmenter. Donc, une des choses qu'il faut garder en tête, c'est que les coûts de construction actuels ne sont pas prédictifs, ou l'évolution sur les 10 ou 20 dernières années des coûts de construction actuels ne peuvent pas être pris comme étant prédictifs des coûts de reconstruction dans 50 ans. D'accord ? Les coûts de reconstruction dans 50 ans seront beaucoup plus fidèlement approchés par ce à quoi ressemblera physiquement le monde dans 50 ans que par l'économie actuelle. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête, et c'est quand même une précaution très importante qu'il faut rappeler. Alors, c'est vrai pour les centrales nucléaires et les éoliennes, comme c'est vrai pour les t-shirts, les voitures ou les machines à laver. Hein, c'est vrai pour tout. Mais c'est en particulier vrai pour ça.